Bienvenue à la séance publique du Conseil municipal du mardi 22 avril 2025. C'est avec regret que nous avons appris le décès de M. Régent Poulain, qui a été maire de Sainte-Rosalie de 1977 à 1985. Nous offrons nos plus sincères condoléances à sa famille ainsi qu'à ses proches. Maintenant, je veux revenir sur le projet du 2800 boulevard Laframboise, qui était l'objet d'une demande de PPC-moi à la dernière séance. Nous avons reçu 4 demandes d'approbation réglementaire, référendaire, qui contenaient le nombre minimal de signatures requises par la loi pour forcer la tenue d'un registre. Dans la mesure où nous choisissons d'adopter formellement une résolution ce soir. Cette résolution n'est pas à l'ordre du jour, car en effet, nous avons pris la décision d'arrêter le processus de demande d'approbation réglementaire du projet. Nous sommes tous d'accord que nous devons densifier et le faire en hauteur. On ne veut pas dézoner les terres agricoles autour de Saint-Hyacinthe, de sorte que la seule solution est de construire en hauteur et d'aménager des stationnements souterrains. Il n'en demeure pas moins que pour nous tous, une acceptabilité sociale du projet est primordiale avant d'aller de l'avant. Le promoteur comprend la situation et souhaite que son projet soit accepté par les résidents du quartier. De ce fait, il retournera à la table à dessin et nous l'accompagnerons afin de faire évoluer vers un projet de moindre impact. Au moment opportun, il organisera de nouvelles rencontres citoyennes pour présenter un concept avant d'amorcer un nouveau processus d'approbation réglementaire. Pour poursuivre sur le thème du développement résidentiel, nous voulons féliciter l'entreprise Gesteco pour sa certification hors LEED pour son premier immeuble de 18 logements. Il s'agit d'une première sur notre territoire et nous en sommes très fiers. Gesteco concrétise son engagement envers un développement durable en réalisant un site stratégique de 1,3 hectares sur le domaine sur le Vert, tout en s'intégrant à un secteur de développement innovant, privilégiant la verdure, la mobilité active et les services. Ce projet prévoit la construction de 5 immeubles résidentiels totalisant 84 logements, avec une priorité accordée aux grands logements 5,5 pour accueillir des familles. Grâce à cette première réussite et à la présence d'infrastructures municipales structurantes à proximité, l'obtention de la même certification pour les 4 autres immeubles semble prometteuse et réaliste. Nous félicitons Gesteco pour cette réalisation significative qui enrichit notre communauté et contribue au rayonnement du domaine sur le Vert. Pour poursuivre avec les bonnes nouvelles, la semaine dernière, nous avons annoncé le nouveau gestionnaire du centre de congrès qui sera Boward Immobilier Incorporé. Concrètement, M. Brian Bélanger, actuel directeur des opérations du centre de congrès, sera nommé directeur général et sera épaulé par M. Sylvain Sirard, vice-président division hôtelière chez Boward Immobilier. La nouvelle équipe de travail vise à offrir une expérience de réservation clé en main pour les événements se déroulant au centre de congrès de Saint-Hyacinthe et à l'hôtel Sheraton. Nous croyons que le succès de notre modèle de gouvernance repose sur le maintien et l'amélioration d'une relation de confiance et d'affaires entre les principaux acteurs en tourisme d'affaires, tant au niveau local avec nous-mêmes, la Ville de Saint-Hyacinthe, la Société d'agriculture de Saint-Hyacinthe, Saint-Hyacinthe Technopole, l'hôtel Sheraton, qu'au niveau régional et provincial avec Tourisme Montérégie et Tourisme d'affaires Québec et le nouvel opérateur. En nous basant sur les expériences passées et les besoins des partenaires du milieu, nous avons la conviction que ce modèle pourra avoir un impact positif pour l'ensemble de la communauté mascoutaine, tant au niveau économique et social que pour la notoriété de la destination Saint-Hyacinthe. Nous sommes aussi heureux d'annoncer la création d'un comité aviseur sur lequel siégera le nouveau gestionnaire du centre de congrès, afin de collaborer avec un membre de la Ville de Saint-Hyacinthe, de la Société d'agriculture de Saint-Hyacinthe et de Saint-Hyacinthe Technopole. Ce comité aura pour mandat d'appuyer l'équipe du centre de congrès dans la définition des orientations stratégiques et de ses objectifs visant le développement du tourisme d'affaires, dans le but de maximiser les retombées économiques au bénéfice de la communauté mascoutaine. Nous tenons à remercier M. Michel Douville pour les 9 dernières années à titre de gestionnaire. Grâce à tous ces efforts, Saint-Hyacinthe a repris sa place en tourisme d'affaires.
Nous sommes convaincus qu'il assurera une belle transition avec le nouveau gestionnaire. En février 2015, la Ville de Saint-Hyacinthe a annoncé son plan de relance du tourisme d'affaires. 10 ans plus tard, nous pouvons dire que nous sommes fiers des résultats et que nous avons repris notre place. Nous sommes convaincus que Ballward poursuivra le succès déjà en place de notre centre de congrès. Ce matin, à l'occasion du Jour de la Terre, la Ville de Saint-Hyacinthe a tenu une conférence de presse pour lancer officiellement le déploiement de son nouveau plan de gestion des eaux indésirables. Par eau indésirable, on entend principalement les eaux de pluie qui se retrouvent dans le réseau d'égouts sanitaires, alors qu'elles devraient plutôt être absorbées par le sol, dirigées vers des aménagements appropriés ou récupérées à la source, par exemple dans un baril de pluie. Cette infiltration inutile surcharge nos infrastructures, contribue au débordement dans la rivière et oblige l'usine d'épuration à traiter de l'eau qui n'a pas besoin de l'être. Agir à la source est donc essentiel. Ce plan d'action, conforme aux exigences du ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs, est un énorme pas vers une meilleure gestion de l'eau à Saint-Hyacinthe. Et sa réussite repose en grande partie sur la collaboration de la population. En effet, la première étape du plan consiste à vérifier les installations des gouttières de toutes les propriétés du territoire. Une gouttière non conforme peut acheminer l'eau de pluie vers une surface imperméable ou la rue, ce qui aggrave la problématique. Ces inspections se dérouleront à l'intérieur des bâtiments et s'échelonneront sur une période de 6 ans. Cette année, les secteurs Bois-Joli et Douville seront les premiers visés. Si une non-conformité est observée, une correspondance sera envoyée aux propriétaires concernés, indiquant les correctifs à apporter ainsi que le délai imparti pour le réaliser. Dans la grande majorité des cas, les travaux requis coûteront moins de 100 $. Pour toute question, les citoyens pourront communiquer avec un membre du service du génie. Le deuxième volet de notre plan porte sur la vérification des raccordements inversés. Il s'agit d'une situation où des eaux usées se retrouvent dans l'égout pluvial, sur le sol ou dans un fossé, en raison d'un branchement incorrect, d'un équipement défectueux ou d'une erreur lors des travaux de plomberie. À l'inverse, il arrive aussi que de l'eau de pluie soit dirigée vers l'égout sanitaire, surutilisant inutilement nos infrastructures et l'usine de traitement des eaux. Ces vérifications débuteront cette année dans les secteurs Bois-Joli, Douville et Saint-Joseph. C'est un projet ambitieux, nous en sommes conscients. J'aurais pu, avec les membres du conseil municipal, décider de repousser ce projet à un prochain mandat. Mais non, nous avons choisi d'aller de l'avant dès maintenant parce que nous connaissons l'ampleur des défis liés à la gestion de l'eau. C'est une responsabilité que nous avons envers la communauté. Et c'est aussi un devoir, celui d'assurer des infrastructures de qualité et durables pour les générations futures. Depuis plusieurs années, nous investissons énormément dans nos infrastructures d'eau. Maintenant, nous avons besoin de vous. Je vous invite à visiter notre site Internet. Un lien sur la page d'accueil vous dirigera vers l'ensemble des informations liées au projet. Nous vous invitons également à une soirée d'information citoyenne le mardi 6 mai prochain à 19 h à la salle Bois-Joli du Centre aquatique Desjardins. Vous pourrez y découvrir les détails du plan et poser vos questions à notre équipe. En lien avec notre campagne sur la gestion des eaux indésirables, j'aimerais revenir sur le dossier des égouts à Sainte-Marie-Madeleine. Vous avez certainement lu un article dans le journal Le Courrier faisant mention que nous voulons débrancher du réseau d'égouts 46 unités résidentielles et 12 unités commerciales au plus tard le 5 mars 2034. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la municipalité de Sainte-Marie-Madeleine a exprimé de nouveaux besoins et elle voulait de son côté que nous ajoutions des branchements d'une centaine de nouvelles résidences ainsi qu'une entreprise à nos infrastructures. Vous le savez, notre usine d'épuration est à pleine capacité. Nous devons donc prioriser nos citoyens actuels et futurs de Saint-Hyacinthe. Sainte-Marie-Madeleine veut elle aussi développer son territoire. Elle doit donc développer son autonomie en gestion de l'eau. Comme mentionné, une meilleure gestion de l'eau est une priorité pour le Conseil. De plus, certaines résidences de Sainte-Marie-Madeleine sont elles aussi non conformes, ce qui crée une surcharge dans notre réseau et à notre usine. L'échéance du débranchement n'est pas prévue pour demain.
Nous travaillons en collaboration avec la municipalité de Sainte-Marie-Madeleine pour arriver à une solution. Je poursuis sur le thème de l'environnement. Je vous rappelle qu'en décembre 2023, nous avons adopté un nouveau règlement interdisant l'usage des pesticides pour des raisons esthétiques sur l'ensemble du territoire. Bien que ces produits puissent être nécessaires dans certaines circonstances exceptionnelles, il est largement reconnu qu'ils représentent un danger pour notre santé, celle des animaux et d'autres espèces présentes aux alentours. Nous accordons toutefois la possibilité d'obtenir un permis temporaire pour l'utilisation de pesticides en cas d'invasion ou d'infestation avérée, après épuisement de toutes les alternatives disponibles. Les entreprises spécialisées dans l'aménagement paysager ont été informées des modifications réglementaires. Je vous encourage fortement à être vigilants et à vous renseigner sur les produits épandus sur vos terrains. Si vous remarquez une pancarte avec un cercle rouge vous interdisant de marcher sur votre pelouse, cela signifie que des produits non conformes à notre réglementation ont été appliqués. Pour plus d'informations, consultez notre site Internet aux onglets « Environnement-usage des pesticides ». Je tiens également à rappeler que la Ville de Saint-Hyacinthe encourage vivement l'adoption de pratiques respectueuses de l'environnement, comme la pelouse écologique et la tonte des pissenlits lorsque ces derniers deviennent blancs. Pour en savoir davantage, rendez-vous sur notre site Internet aux onglets « Environnement-pelouse et verdissement ». D'ailleurs, je suis fier de vous annoncer que la Ville de Saint-Hyacinthe renouvelle pour une deuxième année sa participation au mouvement du mois de mai sans tonte, également connu sous le nom du défi pissenlit, sur plusieurs de ses terrains municipaux. La liste de tous les terrains identifiés est disponible sur notre site Internet dans la section Environnement-pelouse et verdissement. Le déclin alarmant des insectes pollinisateurs, comme les abeilles, entraîne des conséquences considérables sur l'environnement. Pour renverser cette tendance, il faut agir maintenant et collectivement. Le pissenlit, longtemps considéré comme une mauvaise herbe, pousse abondamment au début du printemps sur nos terrains et constitue une source de nourriture vitale pour ces insectes pollinisateurs. En retardant la tonte de nos pelouses, nous leur offrons un accès au nectar et au pollen grâce aux pissenlits qui poussent naturellement sur nos terrains. Ce geste simple a un impact positif immédiat sur la biodiversité et contribue à préserver notre environnement pour les générations futures. Il est essentiel que chacun prenne part à cet effort collectif pour préserver la biodiversité et protéger notre planète. Je voudrais également revenir sur la réglementation d'arrosage. Ce soir, nous ferons 2 modifications à notre règlement sur l'utilisation de l'eau potable. Le permis de nettoyage pour les propriétaires de résidence sera de 75 $. Concernant le lavage des patios et des murs extérieurs des bâtiments, en plus d'être autorisé entre le 15 avril et le 31 mai, il sera maintenant possible de le faire du 1er octobre au 31 octobre. De l'autre côté, les commerces, industries, institutions ou établissements agricoles et bâtiments mixtes ne pourront procéder au lavage des murs extérieurs, terrasses ou surfaces vitrées pendant la période d'interdiction d'arrosage, soit pendant les mois de juin et de juillet. En tout autre temps, le lavage de ces surfaces pourra être effectué après l'obtention d'un permis. Les entrées charretières et les trottoirs, quant à eux, devront démontrer que les travaux de rénovation justifient un tel nettoyage. Je vous rappelle que vous pouvez consulter l'ensemble de la réglementation sur notre site Internet dans la section « Eau potable ». Du côté des finances, n'oubliez pas que le 2e versement des taxes municipales est prévu pour le lundi 28 avril prochain. Il est important de savoir qu'une fois que vous avez reçu votre compte de taxes, aucune facture additionnelle ni rappel ne vous sera envoyé à ce sujet au cours de l'année. Si la date limite de votre paiement est dépassée et que le solde de votre compte reste impayé, des frais s'ajouteront au montant dû à un taux d'intérêt de 14 % annuellement. Le paiement électronique est la manière la plus simple, rapide et éco-responsable de procéder. Il est aussi possible de procéder au comptoir de votre institution financière, par la poste, par chèque ou encore à l'hôtel de ville, du lundi au jeudi entre 9h30 et 13h à 17h et le vendredi de 8h30 à 13h. Je vous rappelle aussi que le lundi 28 avril prochain, il y aura des élections fédérales.
Il est important de participer à cet exercice démocratique essentiel. Après tout, la meilleure façon d'être bien représenté par nos dirigeants, c'est d'aller voter. Dans un autre ordre d'idées, je vous rappelle que le parcours des trouvailles, autrement dit les ventes de garage, se déroulera les 3 et 4 mai prochains sur notre territoire. Certaines règles doivent être respectées pour assurer le succès de vos ventes débarras. Rendez-vous sur le site Internet de la Ville pour plus d'informations. J'aimerais maintenant prendre un moment pour souligner la Semaine de l'Action bénévole 2025 qui se tient du 27 avril au 4 mai. Le thème de l'édition de cette année est « Le bénévolat fait des vagues ». Il met en lumière le pouvoir, l'impact et l'importance des efforts bénévoles, individuels et collectifs au Canada. Comme une vague, le bénévolat crée un mouvement. L'eau est toujours en mouvement, elle s'écoule, se déplace et se transforme avec chaque vague ou ondulation. Il en est de même avec chaque contribution bénévole visant à améliorer nos collectivités. J'en profite donc pour remercier les bénévoles mascoutins et mascoutaines et leurs organismes qui sont tellement importants pour notre milieu. Finalement, la Semaine nationale des dons d'organes et des tissus se tient jusqu'au 26 avril prochain. Environ 4 400 personnes attendent la transplantation qui leur sauvera la vie et beaucoup d'autres attendent une greffe de tissu. La triste réalité, c'est qu'à chaque année, environ 250 personnes meurent pendant l'attente. Selon les sondages, plus de 90 des Canadiens soutiennent le don d'organes et de tissus. Or, seulement 23 d'entre eux ont déclaré être effectivement inscrits à un registre de dons. Une seule personne faisant un don d'organes peut sauver jusqu'à 8 vies et le don de tissu peut sauver ou aider jusqu'à 75 personnes. En faisant un don d'organes, vous laissez la vie en héritage. Visitez le site Internet de Transplant Québec pour plus d'informations.